tandis que Théa interrogeait Jay sur ce qu'il avait dû dire au président à son sujet. Il prit un instant pour faire une pause, pesant soigneusement ses mots, et Jay répondit en lui demandant depuis quand Théa était au courant. Théa répondit que cela faisait un moment. Jay lâcha un juron à voix basse, marmonnant qu'il l'avait complètement manipulé, reliant mentalement les éléments. Pas étonnant que le président lui ait laissé autant de liberté, même lorsqu'il essayait à peine de gravir les échelons, et qu'il ait tout laissé passer sans le moindre commentaire ni intervention. Curieux de ce que Jay avait en tête, Théa lui demanda à quoi il pensait. Jay répondit qu'il réfléchissait simplement à la manière dont le jeune maître devait vivre un enfer, coincé entre deux hommes exerçant un contrôle absolu sur lui, une réflexion qui arracha à Théa un léger rire, conscient de l'ironie de la situation. Jay se demanda ensuite ce que le président pouvait bien avoir en tête, mais Théa ne répondit pas, remarquant que le regard de Jay évitait volontairement le sien, un infime détail qui en disait long. Jay poursuivit, demandant comment Théa pouvait rester aussi détendue dans une situation pareille, s'il n'avait vraiment aucune peur. Un silence s'installa. Puis Jay admit honnêtement qu'il avait peur. Il avait entendu beaucoup de choses au fil des années sur le président et sa réputation. Théa lui demanda ce qu'il avait entendu exactement, et Jay répondit que ce n'était que des rumeurs, à peine meilleures que des balivernes, rien de concret, rien de vraiment fiable. Il expliqua que la vie n'était pas un film ou une histoire, le passé se déforme à chaque transmission, et même s'il n'y croyait pas totalement, c'était suffisant pour le rendre mal à l'aise. Même si ces événements remontaient à longtemps, l'idée de marcher sur une ligne fine aux côtés d'un homme portant le même visage redoutable, un homme capable d'obtenir tout ce qu'il désirait à sa guise, suffisait à lui glacer le sang. Théa remercia Jay de tout savoir et de continuer malgré tout à faire de son mieux pour le couvrir. Jay eut un petit rire, notant qu'il était reconnaissant que Théa sache qu'il avait toujours été de son côté. Il lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant, observant que tout semblait être mis à nu et que les tensions montaient, même du côté de l'aîné des jeunes maîtres. Théa balaya cette inquiétude d'un revers de pensée, se disant que nul ne savait ce qui allait arriver et qu'il ne franchirait pas la ligne si facilement. Pourtant, il reconnut que le vrai problème était Hanso, qui avait elle-même dépassé cette ligne, le laissant sans aucune chance de la protéger ou d'intervenir. En se remémorant ces paroles, Théa se rappela comment elle avait dit qu'il viendrait quand même s'il faisait froid, qu'il ne se soucierait pas de l'exiguïté de l'endroit, et qu'elle lui avait proposé de garder ses affaires là-bas. Pourtant, il n'était jamais venu et avait même ignoré ses appels. Ce souvenir lui transperça le cœur d'une douleur inattendue. Malgré tout, Théa se permit un léger rire, se disant que ce n'était pas grave, parce que Hanso l'aimait. Jay lui demanda s'il ne pouvait pas prendre la situation plus au sérieux, mais Théa rit de nouveau, songeant que cela faisait longtemps qu'il n'avait plus réfléchi à l'avenir. Les pensées ne pouvaient rivaliser avec les sentiments. Même avec un jeu manifestement gagnant en main, il comprit qu'il ne pourrait pas le jouer correctement, car il ne pouvait pas gagner contre son propre cœur. Il choisit donc de suivre la direction que prenait celui de Hanso, d'ajuster chacune de ses réponses aux siennes, et s'il n'avait qu'un seul souhait, c'était de la voir sourire, quelles que soient les circonstances. La scène se déplaça ensuite vers un voyou qui répondit à un appel, demandant s'il devait amener une femme. Il se demanda si l'intention était de la faire travailler là-bas, s'interrogeant sur la raison pour laquelle la discussion avait soudainement tourné autour de la fille de quelqu'un d'autre. Il répondit simplement de l'envoyer, se demandant pourquoi on faisait tout un plat de cette histoire. Il ajouta qu'il y avait plein d'endroits où exploiter un joli visage, mais que tout cela lui paraissait suspect, l'attention excessive portée à une seule femme éveillait ses soupçons. La scène se déplaça ensuite vers l'hôtel, où quelqu'un intercepta Théa, lui demandant ce qu'il faisait là et lui rappelant que le patron t'appelait et qu'il devait partir immédiatement. En voyant Théa, la personne s'excusa, admettant qu'elle l'avait pris pour un enfant. Elle observa que l'homme là-bas dégageait une aura de malheur, mais qu'en même temps, on aurait dit que le ciel lui-même avait façonné ses traits avec soin, une présence à l'équilibre étrange entre danger et attirance. Théa rit doucement à cette remarque, incapable de retenir son amusement. La personne lui demanda ensuite d'où il venait, suggérant qu'à en juger par son allure et sa carrure, il semblait évident qu'il savait se battre. Il ajouta qu'il était sûr que Théa viendrait ici pour leur sœur, prêt à protéger ou à intervenir. Mais avant qu'il n'en dise davantage, le même voyou apparut derrière lui, lui demandant ce qu'il faisait et l'exhortant à se dépêcher, insistant sur l'importance de la situation. L'homme répondit qu'il arrivait, puis, en partant, dit à Théa de faire attention sur la route, ajoutant que s'ils continuaient dans ce milieu, leur chemin se croiserait à nouveau. Pendant ce temps, la scène se déplaça vers Hanso, dont les pensées revenaient sans cesse à Théa. Puis, brusquement, la scène passa à la fille du président, qui se demanda s'il avait complètement perdu la tête, son père insistant pour qu'elle aille saluer et sympathiser avec un type qu'elle n'avait jamais vu. Elle se demanda à voix haute ce qu'elle était censée faire si cet homme se révélait être un psychopathe.
L'agacement perçait dans sa voix lorsqu'elle remarqua à quel point il était insupportable que son père, cherchant à conclure une alliance par l'intermédiaire de sa propre fille, soit à l'origine d'une situation aussi absurde. Son ami, remarquant son irritation, lui demanda si cela la dérangeait vraiment et suggéra qu'elle devrait abandonner, car elle finirait de toute façon par s'accrocher à lui. Elle ajouta qu'elle, en revanche, était clairement plus intéressée par la famille de Théa, ce qui ne fit qu'aggraver l'agacement de la fille du président. Son ami insista, lui faisant remarquer qu'elle ne l'avait même jamais vue. Alors pourquoi réagissait-elle avec une telle colère? La fille du président répondit fermement qu'elle n'avait pas besoin de le voir en personne pour se faire une opinion. Ce n'était pas comme si elle n'avait rencontré qu'un ou deux hommes de cette famille. Il appartenait à cette famille, et elle pouvait parier sans hésiter que chacun d'eux était insupportable. Ils dégageaient tous cette aura inimitable de « je suis tellement spécial », agissant comme si le monde entier était à leurs pieds, se comportant comme de véritables salauds et traitant les femmes comme si elles n'étaient qu'une plaisanterie. En plus de cela, il serait le genre d'homme dont la simple présence pouvait couper l'appétit, le type qui exude l'arrogance et le sentiment de supériorité sans le moindre effort. Pendant ce temps, Théa retenait Hanso contre lui tandis qu'elle respirait difficilement, ressentant la tension du moment. Il lui donna un baiser profond et prolongé, maintenant sa prise ferme alors que Hanso répétait son nom, luttant pour reprendre son souffle. Théa recula d'un pas, expliquant qu'il lui serait difficile de répondre pleinement aujourd'hui, mais promettant de vérifier dès qu'il aurait un moment libre. Il la supplia de continuer à lui envoyer des messages malgré tout. Inquiète, Hanso lui demanda s'il était vraiment si occupé. Théa tenta de minimiser la chose, le niant presque, comparant plutôt sa journée à celle d'un chien tiré par une laisse par son maître, traîné dans toutes les directions. Il lui demanda de ne pas dire qu'elle était réellement blessée, tandis que Hanso l'exhortait à arrêter de ressortir toujours cette phrase. Théa rappela à Hanso la promesse qu'il s'était faite, qu'elle l'appellerait si quoi que ce soit arrivé. Il expliqua que, pour des adultes, chaque journée pouvait sembler presque identique, et que si elle hésitait parce qu'elle craignait qu'il soit occupé ou de le déranger, elle ne devait pas le faire. Elle devait appeler sans hésiter, et lui ferait entièrement confiance. Il se rappela ce printemps où ils avaient été exceptionnellement débordés, notant que même un bref moment solitaire, enveloppé par la présence de l'autre, avait suffi à lui apporter du réconfort. Hanso avait l'impression que tout se déroulait bien, que la distance fragile entre eux était suffisante pour le moment. La reconnaissance silencieuse de la présence de l'autre éveillait quelque chose de profond en lui, du moins jusqu'à présent, tandis que Théa enchaînait les réunions et que Hanso poursuivait son travail habituel. Plus tard, lorsqu'Hanso termina son service et sortit, remarquant la pluie, elle se demanda si Théa avait pris un parapluie. Soudain, son téléphone sonna, et la voix de la propriétaire de l'hôtel retentit à l'autre bout du fil. Elle appela Hanso par son nom, l'identifiant clairement. Elle expliqua que lorsqu'elle était désespérée de trouver un emploi, elle avait découvert un poste vraiment intéressant. Le salaire horaire était excellent et le travail étonnamment facile. Apparemment, une place venait de se libérer de manière assez soudaine, et tout le monde était pressé, inquiet de devoir embaucher quelqu'un d'autre à temps. Cependant, elle était intervenue et avait dit qu'elle connaissait quelqu'un de parfait pour le poste, interrompant ainsi le processus. Avec le temps, elle s'était rapprochée du patron, et Hanso ressentit une immense gratitude pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Elle comprit que tout cela avait été fait uniquement pour elle, sans autre intention cachée. Elle lui demanda alors si elle souhaitait tenter sa chance, pesant l'opportunité et la confiance placée en elle. Hanso était toujours au téléphone, serrant son appareil contre elle tout en essayant de se protéger de la pluie. Lorsque l'appel prit fin, elle demanda aussitôt à la vieille dame en quoi consistait cette nouvelle opportunité. La vieille dame expliqua lentement, presque avec douceur, cherchant à se montrer aussi rassurante que possible. Elle dit qu'il s'agissait d'un poste de réception dans un karaoké situé en sous-sol, et qu'un créneau de nuit le week-end venait tout juste de se libérer. Elle rappela à Hanso qu'elle avait autrefois dit être désespérée de trouver un emploi, et le timing lui semblait presque irréel. Elle répétait sans cesse que c'était une chance, une coïncidence, et que le propriétaire avait un besoin urgent de personnel, raison pour laquelle il voulait organiser l'entretien le jour même. Hanso hésita, regardant autour d'elle la rue sombre, la pluie qui tombait sans discontinuer, et l'heure déjà bien avancée. Elle mentionna que cela lui semblait trop tard pour se rendre où que ce soit, mais la vieille dame insista, la décision devait être prise rapidement. Sinon, le propriétaire passerait à autre chose et chercherait quelqu'un d'autre. Elle demanda si Hanso était toujours là, attendant patiemment sa réponse. Hanso resta complètement immobile sous l'abri, écoutant la pluie frapper le sol tandis que son esprit dérivait vers le passé. Elle se demanda ce que l'ancienne version d'elle-même aurait fait dans cette situation précise.
Cette Anso d'autrefois aurait-elle douté d'une opportunité comme celle-ci? Aurait-elle remis en question ce genre d'aide ou d'affection qu'elle n'avait jamais vraiment reçu auparavant? Elle pensa que l'ancienne elle serait probablement venue malgré tout, même en pressentant que cela pouvait être un piège tendu par le malheur, simplement parce qu'elle avait besoin de combler les vides de sa situation. Debout là, enveloppée par la pluie et les souvenirs, elle prit sa décision. Elle dit qu'elle acceptait et demanda à la vieille dame où elle devait se rendre ensuite. Pendant un instant, elle eut l'impression que toutes les difficultés qui l'avaient accompagnée tout au long de sa vie s'étaient estompées à l'arrière-plan. La Anso qui se tenait là n'était plus la même qu'avant. Elle n'hésitait plus et ne ressentait plus la même peur qu'autrefois. Rencontrer Théa l'avait changée. Elle s'était habituée à être sauvée, habituée à ces moments où une chaleur l'atteignait quand elle s'y attendait le moins. Théa lui avait montré une douceur qu'elle avait longtemps crue inaccessible pour quelqu'un comme elle. À cette époque, sa chance avait été étonnamment bonne, et elle avait oublié à quelle vitesse tout pouvait basculer. Toutes ses pensées traversèrent silencieusement son esprit tandis qu'elle disait à la vieille dame qu'elle avait hâte de bien s'entendre avec elle. Puis la scène bascula vers une réception remplie de boissons, de nourriture et d'invités à l'allure soignée et respectable. Jay apparut à nouveau dans la foule. Il observa autour de lui, remarquant à quel point tout le monde semblait impeccable, la manière dont il se déplaçait et parlait comme des gens appartenant à un monde qui n'était pas le sien. Il se sentit immédiatement déplacé, comme un outsider de basse condition entouré de personnes vivant d'une façon qu'il n'avait jamais connue. Il se tourna vers Théa, mal à l'aise, et lui demanda pourquoi il l'avait amené dans un endroit pareil. Théa se contenta de lui dire d'essayer, ce qui ne fit qu'accentuer la confusion de Jay, toujours incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Théa ajouta que si le rêve de quelqu'un était simplement de s'amuser avec une personne, alors cet endroit était parfait, car il était rempli d'épouses riches et ennuyées en quête de distraction. Son ton était léger mais moqueur, presque comme s'il s'attendait à regretter d'avoir amené Jay ici. Jay ajouta de manière théâtrale qu'il était tellement touché par cette attention qu'il pourrait en pleurer, faisant clairement comprendre qu'il ne l'était pas du tout après cela. Théa lui dit de se détendre, de profiter un peu, puis, avant que la nuit ne devienne trop avancée, d'aller voir Anso. Il le dit d'un ton léger, mais le sous-entendu était clair. Puis l'attention se porta un instant sur Anso et Théa. Dans son esprit, Théa réalisa qu'il comprenait désormais quelque chose très clairement. Anso le chercherait par habitude, et lui tiendrait sa promesse. Il en était certain. Pourtant, quelque chose lui paraissait étrange. Il se demanda soudain pourquoi il avait ce mauvais pressentiment, cette lourdeur qu'il ne parvenait pas à ignorer. Rien autour de lui ne semblait anormal, mais ce sentiment persistait. Il essaya de le repousser et continua à parler poliment avec les autres invités. Son expression était calme, et il se tenait avec une assurance discrète. Il était naturellement charmant, et les gens autour de lui y répondaient sans effort. Même ses petits gestes, la manière dont il écoutait ou souriait attiraient l'attention. Puis les deux filles apparues plus tôt revinrent dans son champ de vision. Elles s'arrêtèrent à une courte distance, l'observant. L'amie de la fille principale murmura qu'elle avait eu raison depuis le début. Théa ne se contentait pas de charmer les femmes, il charmait le monde entier. Elle plaisanta en disant que le président l'avait peut-être créé lui-même, quelqu'un de poli et sans défaut. Elle ajouta que les hommes un peu arrogants étaient souvent bien plus intéressants, comme si cela expliquait tout à son sujet. La fille principale n'apprécia pas les remarques de son amie. Elle balaya ses paroles et lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi. Un verre de vin à la main, elle s'éloigna et se dirigea droit vers Théa. Elle avançait avec assurance, comme si elle avait sa place dans toutes les conversations auxquelles elle se joignait. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, elle le salua simplement d'un « salut » décontracté. Théa parut confus un instant, ne comprenant pas pourquoi elle l'abordait soudainement. Elle expliqua que son père lui avait demandé d'échanger quelques mots avec lui, parlant en le regardant droit dans les yeux, sans rompre le contact visuel. Théa la regarda un moment, détaillant son visage, puis dit qu'elle lui semblait familière, comme s'il l'avait déjà vue quelque part sans parvenir à se souvenir où exactement. Lorsqu'elle se présenta, il pensa aussitôt, la fille unique du président Yumujin. Théa la regarda encore brièvement, son expression indéchiffrable. Puis il détourna le regard et passa simplement devant elle, sans donner la moindre explication ni réaction. La jeune femme resta figée, incrédule, la mâchoire crispée tandis qu'elle le regardait s'éloigner. Elle marmonna pour elle-même, choquée, se demandant quelle était censée être cette attitude. Elle l'avait approché parce que son père le lui avait demandé, s'attendant au moins à un échange poli, et pourtant il l'avait ignoré comme si la conversation n'avait aucune valeur. Non loin de là, Théa reprit sa discussion avec d'autres personnes,
totalement indifférent à ce qui venait de se passer. La jeune femme resta encore quelques secondes sur place, tentant d'assimiler la façon désinvolte dont il l'avait écartée. Finalement, elle laissa échapper un souffle frustré et murmura qu'il était incroyable, le traitant de salaud à voix basse. Elle s'attendait clairement à recevoir de l'attention ou du charme de sa part, et être ignorée aussi brutalement la laissa à la fois embarrassée et irritée. Pendant ce temps, Théa alla se tenir auprès de sa mère, parmi ses invités. L'atmosphère devint plus formelle. Sa mère parla avec grâce et assurance, remerciant Arceau pour son soutien aux jeunes artistes. Les invités répondirent poliment, acquiesçant à ses paroles. L'un d'eux mentionna avoir entendu dire que le président avait lui aussi fourni beaucoup d'efforts, complimentant l'événement en lui-même. Puis il ajouta quelque chose de plus audacieux. Théa ressemblait tellement au président qu'il avait d'abord cru qu'ils étaient arrivés ensemble. Le compliment continua, disant que Théa devait être une grande fierté, étant si mûr et compétent. Théa répondit calmement qu'il avait encore beaucoup à apprendre et espérait s'améliorer. Sa mère acquiesça chaleureusement, disant qu'elle ressentait la même chose à son sujet. Elle le regarda avec affection, inclinant légèrement la tête vers lui. Une douceur apparut brièvement sur son visage avant qu'elle ne lui demande poliment de continuer à discuter avec les invités. Mais en même temps, elle le retint doucement, lui disant d'attendre afin qu'elle puisse lui parler tout en posant encore sa tête sur son épaule. Cela montrait la proximité entre eux, même au cœur d'un événement formel. Puis la scène revint à Hanso. Un parapluie à la main, elle avançait dans la rue silencieuse en direction de l'adresse que la vieille dame lui avait donnée. La pluie avait ralenti, mais continuait de tomber régulièrement autour d'elle. Lorsqu'elle arriva à destination, elle regarda autour d'elle et remarqua à quel point l'endroit semblait sombre. Elle murmura que c'était sûrement parce que le lieu se trouvait en sous-sol. L'entrée avait un aspect un peu louche et peu accueillant, mais elle se rassura en se disant que l'intérieur irait bien. Les lumières tamisées, l'escalier étroit et l'environnement inconnu la rendaient légèrement nerveuse, mais elle continua d'avancer, portée par la décision qu'elle avait déjà prise. Hanso essaya de se rappeler ce que la vieille dame lui avait dit plus tôt. Elle avait déjà tout expliqué. Alors Hanso se dit de ne pas s'inquiéter et d'entrer simplement. Le propriétaire avait apparemment assuré que tout irait bien, mais une petite peur restait logée dans sa poitrine. Elle se demanda si elle devait appeler Théa, cette envie surgissant immédiatement, presque comme une habitude dont elle n'arrivait pas à se défaire. Elle regarda son téléphone et tapa un message pour lui dire qu'on lui avait proposé un nouveau travail. Elle fixa l'écran un moment, relisant le texte, imaginant sa réaction, mais elle n'appuya jamais sur envoyer. Elle murmura qu'elle rentrerait bientôt et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Puis elle se corrigea. Non, elle ne lui dirait rien. S'il découvrait qu'elle faisait cela pour eux, pour leur endroit, il ne ferait que se fâcher. Elle verrouilla son téléphone et prit une profonde inspiration. Une fois que tout serait réglé, elle lui expliquerait correctement. Pour l'instant, elle se répéta que le propriétaire était une bonne personne, quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps, quelqu'un en qui la vieille dame avait suffisamment confiance pour la recommander. Elle se convainquit que tout irait bien et entra. En pénétrant dans l'intérieur sombre, elle aperçut immédiatement un homme allongé sur un canapé, tandis que son assistant personnel s'approchait de lui. Elle se figea, surprise. Quelque chose n'allait pas. L'homme sur le canapé parla d'une voix nonchalante, comme s'il s'attendait déjà à l'arrivée de quelqu'un. Il marmonna quelque chose sur la nature des gens, confirmant dans l'esprit de Hanso que c'était exactement le genre d'endroit qu'elle redoutait. L'assistant et l'homme continuèrent à parler comme si elle n'était pas là. L'assistant déclara que moins quelqu'un possède de choses, plus il a peur de perdre la moindre parcelle de chance, se moquant presque de gens comme elle. L'homme sur le canapé reprit la parole, disant à quelqu'un de s'amuser un peu puis de partir, montrant clairement qu'il se fichait de ce qui arriverait ensuite. Il ajouta qu'il n'était plus impliqué et qu'il ne savait pas comment il pourrait agir, alors il valait mieux être prudent. Il tenta de tout justifier, affirmant qu'en y réfléchissant bien, rien de tout cela n'était réellement une mauvaise chose. Ils avaient simplement mis en relation quelqu'un qui cherchait du travail avec un endroit qui avait besoin de personnel. Il dit que la fille avait démissionné et ne travaillait plus ici, et lorsqu'on lui demanda de qui il parlait, il répondit « elle », puis il jeta un regard dans le couloir, comme s'il anticipait presque l'arrivée de quelqu'un. Sa voix devint dérangeante lorsqu'il déclara que la fille était venue travailler ici de son plein gré, et que quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'était pas de sa faute. L'estomac de Hanso se noua. Elle commença à regarder autour d'elle, cherchant quelqu'un qui pourrait ressembler au propriétaire qu'elle était censée rencontrer. Elle tenta de se rassurer en marmonnant que cela devait être un poste à l'accueil, qu'elle avait peut-être mal compris quelque chose ou que l'adresse était erronée,
Mais sa peur ne faisait que grandir. Dès l'instant où elle avait mis les pieds ici, elle avait senti que quelque chose clochait. Quelque chose ne correspondait pas à ce qu'on lui avait dit. Elle comprit qu'elle devait partir. Sa seule pensée était de sortir. Une fois dehors, elle pourrait réfléchir à la suite. Elle se tourna légèrement vers la sortie, se préparant à partir discrètement. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, quelqu'un derrière elle s'avança et referma la porte d'un coup. Le bruit résonna fortement dans la pièce étroite. Hanso tourna lentement la tête, le cœur presque à l'arrêt, en levant les yeux vers la personne qui venait de fermer la porte. Sa posture, la façon dont il se tenait là, bloquant complètement la sortie, glaça tout son corps. Une vague de peur la traversa, plus forte encore qu'auparavant, lui faisant comprendre avec une clarté terrible qu'elle était piégée.